bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je ne m'attendais pas à avoir attisé autant de curieux. C'est cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prier pour ce temps qu'on va passer ensemble? Voilà, sentez-vous libre de prier pour ce moment-là. Seigneur, on te remet cette soirée dans ce bâtiment. Je te prie de bénir Annabelle dans ce qu'elle va nous partager et qu'on puisse tous recevoir à cœur ouvert ce qu'elle va nous donner. Que ça puisse être utile pour chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, et aussi pour pouvoir accompagner, aider, écouter et soutenir les autres autour de nous. Merci pour l'Église, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Bien, alors le thème de ce soir et de la deuxième partie qui aura lieu au mois de janvier, c'est comme c'était annoncé dans la petite vidéo de présentation, c'est la question de l'attachement et l'attachement aux autres et à Dieu. Et en fait, ce questionnement, il est venu à la suite d'un constat, peut-être que vous avez fait vous-même, d'un constat qu'on n'a pas tous la même manière d'être en relation les uns avec les autres et d'être en relation aussi avec Dieu. On a des manières différentes d'exprimer ces attachements et puis que ça peut parfois nous gêner dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec Dieu. Et que tout ça, c'est parti donc de tout ce questionnement, tout ce que je vais vous présenter, c'est parti de ce questionnement. Et ça m'a amené à m'interroger un peu plus sur cette théorie de l'attachement. Bienvenue. Il y a encore de la place par ici. C'est venu à me questionner sur effectivement la théorie de l'attachement qui explique que dans nos premières années de vie, on construit nos premiers liens d'attachement et on va vérifier comment les choses vont se mettre en place petit à petit pour justement déterminer la manière dont vont se passer nos relations avec les autres et notre relation aussi avec Dieu. Donc la première partie, aujourd'hui, on va faire un peu de théorie pour que vous compreniez ce que c'est que cette théorie de l'attachement. Donc il y aura une partie théorique. Je vais vous expliquer aussi quels sont les 4 types d'attachement possibles avec leurs conséquences relationnelles. Si j'ai encore un petit peu de temps, on va voir parce que je ne me suis pas du tout chronométrée, on abordera les troubles de l'attachement et leurs conséquences, notamment chez l'enfant. Parce qu'une fois qu'on a compris un petit peu ce que ça pouvait provoquer chez l'enfant, on peut aussi apporter des modifications et faire en sorte que les choses se réparent et se régulent avec le temps. N'hésitez pas à m'interpeller si à un moment donné, vous ne comprenez rien à ce que je raconte. Ça marche ? Alors, la théorie de l'attachement, on la doit à un psychiatre qui était psychanalyste aussi, qui s'appelle Bowlby, John Bowlby. C'est une théorie qui a été mise en place, découverte, conçue à partir des années 1960. Et il a travaillé à cette conception-là parce que toutes ces observations sur les relations entre les bébés et les parents, entre les mammifères bébés aussi et les mammifères adultes, tout ça a commencé à le questionner. Et puis Bowlby s'est aussi beaucoup inspiré de théories, d'ethnologues, de gens qui se sont intéressés aussi à ces sujets-là dans le monde animalier. Puis on verra aussi ensuite qu'il y a une autre personne qui était très importante dans cette théorie de l'attachement, qui est Ainsworth. Donc Bowlby, il décrit 2 mouvements. Le premier qui concerne le bébé, et il propose l'idée qu'il existe une pulsion d'attachement qui est créée chez le bébé, une pulsion primaire qui a pour but la recherche et le maintien de la proximité d'une personne spécifique qui a pour fonction à la fois de le protéger et qui a aussi pour fonction de l'aider à explorer l'environnement. Parce qu'un bébé qui se sent en sécurité va aller plus facilement vers l'extérieur. Et on retrouve en fait 5 conduites d'attachement qui se succèdent. La première, c'est la succion. Ensuite, c'est l'étreinte, le cri, le sourire et la tendance à aller vers et à s'accrocher. Toutes ces étapes-là vont permettre du bébé vers la maman, en tout cas, on va parler de la maman, des parents, mais ça peut être aussi les donneurs de soins. Quand il n'y a pas les parents, mais qu'il y a des nourrices, quand les enfants sont placés en orphelinat, ou quand il y a des familles d'accueil. Ce n'est pas forcément toujours les parents qui ont ce rôle-là, mais du coup, la plupart du temps, quand même, c'est les parents. Et ces mouvements-là de succion, d'étreinte, de cri, d'appel à l'aide, de sourire aussi, et de tendance à s'accrocher,
ça va être le mouvement que le bébé va provoquer. En d'autres termes, le bébé, il est biologiquement programmé pour rechercher une proximité d'une personne adulte lorsqu'il est en situation de détresse et d'alarme. C'est le seul moyen qu'il a pour dire « j'ai mal, j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'être câliné, j'ai besoin d'être sécurisé ». C'est le seul moyen qu'il a pour pouvoir alerter quand il se sent en détresse. Et ça s'applique tout au long de la vie. Ce processus d'attachement va s'appliquer tout au long de la vie. Quand nous, adultes, nous sommes aussi en détresse, on va avoir tendance, normalement, à aller chercher de l'aide à l'extérieur. Tout ça, ça va amener à développer ce qu'on appelle des modèles internes opérants. Donc quand je vous parlerai de MIO, il s'agira de modèles internes opérants. Le modèle interne opérant, c'est ce qui permet de construire une représentation de la relation. Si à un moment donné, j'ai construit ma représentation sur quand je crie, il y a quelqu'un qui arrive, ça veut dire que je vais pouvoir avoir la sécurité qu'à chaque fois que je crierai, quelqu'un arrivera. Et ça, c'est le modèle interne opérant qu'on se construit. Et on va se rendre compte aussi que du coup, il peut être malmené, ce modèle interne. Il va se mettre en place, en fait, en fonction des réponses que l'adulte va apporter. Et ça va agir sur l'attente confiante ou non, en la disponibilité de la figure d'attachement, donc du parent, à partir de ces expériences qu'il va vivre tout au long de sa petite vie d'enfant. Et puis le deuxième mouvement, donc vous l'avez déjà un peu saisi, c'est la réponse de l'adulte. La réponse de l'adulte qui va prendre soin du bébé et qui va normalement répondre de manière suffisamment adaptée au bébé, à ses cris, à sa détresse. Lorsque ce processus-là se déroule bien, le bébé, lui, il ne va plus avoir besoin de stimuler en lui tout ce processus. Donc ça va se calmer, il arrêtera de crier, il arrêtera d'appeler, il arrêtera de s'agripper. Et puis le processus d'attachement va pouvoir se poser. Donc en fait, c'est important de comprendre que c'est vraiment un mouvement qui va jouer dans les deux sens, du bébé vers le parent et du parent vers le bébé. L'enfant va donc se lier à une figure d'attachement, souvent parentale donc, et il cherche la sécurité et le contact. Et la personne en face répond à ses besoins avec bienveillance quand ça se passe bien. Au début de la vie, on parle seulement de soins basiques. C'est être lavé, nourri, câliné, voir ses douleurs prises en charge et soulagées de manière adaptée. Pendant l'enfance, il est question aussi, un peu plus tard, de la valorisation, de la relation de confiance et de respect, de considération aussi pour la place de l'enfant dans le foyer. Ça va jusque-là ? Bon. Et ces représentations, donc, elles vont être codées, mémorisées, puis retrouvées dans la mémoire et pas forcément de manière consciente. Donc ces MIO dont je vous parlais tout à l'heure, ce n'est pas conscient, les choses vont se mettre en place, vont s'inscrire dans le corps, dans le psychisme, ça va devenir une manière d'être en relation qui va en général être la manière d'être prioritaire et puis on va pouvoir voir que quand même les choses peuvent évoluer tout au cours de la vie. Et sans ce double mouvement, l'être humain ne peut pas survivre. Le bébé, au mieux, développe une dépression, ou pire, ils peuvent mourir. Quand il n'y a pas toute cette prise en compte des cris, des alertes, s'il n'y a pas de soins apportés de manière adaptée, la vie a du mal à continuer. Donc le bébé, il a besoin de cet attachement, de ce lien d'attachement précoce et continu, parce qu'il naît immature, dépendant, et qu'il recherche la proximité maternelle. Cette recherche-là est un besoin primaire. Et puis, il faut savoir aussi on entend des fois tout et n'importe quoi en termes d'éducation, mais l'amour ne renforce pas la dépendance. Au contraire, il donne de l'assurance pour une ouverture au monde extérieur. Des fois, on entend des choses qui ne sont pas toujours dans ce sens-là. Et puis, dans les années 60, il y a aussi Mary Ainsworth, qui était psychologue, et qui s'est demandé si la séparation pouvait être traumatique en elle-même, ou si cela dépendait de la qualité relationnelle qui s'était construite au tout début. Et donc, elle a proposé une expérience expérimentale sur la théorie de l'attachement à travers ce qu'on appelle la Strange Situation, qui a été mise en place en 1969. Alors, elle met au point une situation de séparation et de réunion. Donc, en fait, la maman et le bébé sont dans une pièce, derrière une vitre sans teint,
Et puis, pendant ce temps-là, on observe la réaction du bébé avec la maman. On va demander à la maman de partir en informant son bébé qu'elle part. Puis, on vérifie comment le bébé réagit. Après, la maman revient et on vérifie aussi comment le bébé réagit. Donc, dans ces moments-là, on va aussi, à un moment donné, elle va aussi mettre une situation d'intrusion. Donc, c'est quelqu'un qui va arriver dans la pièce que le bébé ne connaît pas. Et on vérifie aussi, on observe comment le bébé se comporte dans ces moments-là. Donc, ces observations vont permettre d'identifier 3 types principaux de comportement de l'enfant aux retrouvailles. Donc, on a l'enfant qui retrouve sa mère avec plaisir, puis qui après il va retourner jouer. Dans ces cas-là, on peut considérer que la forme d'attachement est sécure. L'enfant, en apparence, il peut y avoir donc une autre forme d'observation, pardon. L'enfant, en apparence, peu affecté, évitant la proximité et qui va se focaliser sur un jouet. Donc là, on est plutôt sur quelque chose d'anxieux. Et puis enfin, l'enfant qui exprime de la détresse et à la fois une recherche de contact et de rejet. Quelque chose de très ambivalent, d'assez peu organisé. Les variables les plus importantes pour la classification, c'est la proximité, l'évitement ou la résistance lors de la réunion mère-enfant. Donc Ainsworth, à partir de ces observations-là, elle développe la notion de base de sécurité qui provient d'un lien stable, fiable, prévisible, sécurisant avec un adulte accessible. Donc ça, c'est une figure d'attachement capable de comprendre les besoins et les inquiétudes de l'enfant et de les apaiser. Donc, le comportement dans ces cas-là de l'adulte lors de la strange situation traduit la qualité d'une relation particulière mère-enfant due à l'histoire interactive. Ce qu'on observe en fait dans ces moments-là, c'est une image de la manière dont les interactions précoces ont eu lieu. C'est quelque chose qui va symboliser la manière dont la maman a pu répondre de manière adaptée avant et la manière dont le bébé a pu se sentir en sécurité avec sa mère avant. Donc, les enfants sécurisés vont se servir du parent comme d'une base de sécurité à partir de laquelle ils explorent. Ça va ? Très bien. Une fois que l'enfant il est sécurisé, le système d'attachement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est plus activé. Et le système d'exploration va prendre le relais. Donc l'enfant qui se sent en sécurité, il peut s'éloigner du parent parce qu'il sait très bien qu'à n'importe quel moment, il peut faire un signal d'alerte, envoyer un signal d'alerte, et que du coup, il sait que l'adulte viendra prendre soin de lui. Donc, du coup, il peut explorer facilement. Je me suis perdue dans mes notes. Ça, c'est bon. Donc, l'attachement par le lien continu et fiable qui en découle sert l'autonomie de l'individu. Il permet l'exploration libre de l'environnement. Et plus tard, il va aussi permettre une bonne construction du psychisme. Si l'enfant est en détresse et qu'il n'obtient pas la proximité d'une personne significative pour lui, donc un sentiment d'insécurité, il y a 2 possibilités qui s'offrent à lui. Soit le système d'attachement est maintenu activé au détriment d'autres systèmes, donc c'est-à-dire qu'il va toujours appeler à l'aide, il va toujours être en attente, en cri, en secouer la mère, enfin voilà, avoir ce système d'alerte qui va s'activer. Et du coup, c'est le système d'exploration qui risque d'être malmené, il va avoir des difficultés à explorer. Ou alors, il va avoir un système d'attachement qui ne va pas s'activer, qui ne va plus s'activer. Il est maintenu en désactivation permanente. Et donc, en ce moment-là, le bébé il va cliver tout ce qui se passe sur le plan des émotions. Certaines émotions peuvent être même complètement exclues de son système émotionnel, voire, par exemple, la colère peut être complètement exclue, la joie peut être complètement exclue, la peur peut être complètement exclue. Il va y avoir comme une annihilation de certaines émotions. Ça va toujours ? N'hésitez pas s'il y a des questions. Parce que je comprends que c'est aussi hyper théorique tout ce que je viens de vous dire là pour l'instant, mais on va aller un petit peu plus loin maintenant parce que je vais vous parler des 4... Oui ? Juste une question, est-ce qu'il y a un temps entre le moment où on est dans la phase d'attachement, où on recherche, on est dans ce processus-là, les mouvements. Ouais. Est-ce qu'il y a un temps adapté pour passer d'une étape à une autre, de la phase d'attachement à la phase d'exploration? Est-ce qu'il y a un temps privilégié ou pas? La phase d'exploration, elle va surtout être liée au développement de la marche. Voilà, comment est-ce que, c'est souvent à cet endroit-là que les choses se passent, parce que le bébé, ou la marche ou le 4 pattes, on commençait déjà par le 4 pattes, mais à partir du moment où il y a du déplacement, il y a déjà cette phase d'exploration qui est en cours, et donc ça dépend à peu près des enfants, mais c'est
partir de 8 mois, 10 mois, 12 mois, voilà, c'est à peu près dans cette période-là. Et puis plus effectivement l'enfant peut avoir des... Enfin, si en plus on observe des enfants avec des difficultés motrices, ça peut arriver, hein, des enfants qui naissent avec des difficultés motrices, eh bien la capacité d'exploration, elle va être plus tardive. Donc le lien d'attachement, il va forcément, tous ces signaux d'alerte vont durer beaucoup plus longtemps dans la mise en place, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire de manière inadaptée, c'est juste que ça va prendre plus de temps. Alors, les 4 types d'attachement, puis leurs conséquences relationnelles sur nos vies. Alors là, on a évoqué la phase de la marche, mais effectivement, c'est dans ces 2 premières années, surtout les 2 premières années du développement de l'enfant, que les choses vont se mettre en place et que ça va se poursuivre aussi dans l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Puis comme on l'a vu juste avant, on comprend que les 2 premières années sont vraiment déterminantes pour ça. S'il y a quelque chose qui, à un moment donné, pose un souci dans la période d'attachement, ça va être quelque chose qui risque, s'il n'est pas accompagné, régulé, réparé, ça peut durer toute la vie si on ne se préoccupe pas de ça. Et puis, comme le cerveau de l'enfant est très plastique, très malléable, eh bien, dans ces premières années, il y a tout un tas de choses qui vont s'imprégner par les premières expériences affectives, émotionnelles. C'est ça qui va faire empreinte dans le psychisme de l'enfant. Ce qui va aussi être une grande empreinte, c'est tout ce qui va se passer sur le plan corporel. Si un nourrisson, un bébé, dans les 2 premières années de vie, vit des temps d'hospitalisation, de séparation d'avec la maman, il est hyper important. Alors aujourd'hui, on est un peu plus vigilant à ça, mais il n'y a encore pas si longtemps que ça, le bébé était complètement séparé des parents. On ne prenait pas le soin de faire en sorte que les parents puissent être à côté du bébé. Donc tout ça, ça va effectivement générer peut-être un peu plus d'angoisse chez le bébé qui va avoir plus de difficultés à se sentir en sécurité. Bon, s'il y a encore la chance d'avoir des soignants bienveillants qui puissent répondre de manière adaptée aux besoins du bébé, ça va, mais on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Puis il y a des situations, et j'en reparlerai un petit peu plus tard, il y a des situations où chez les parents, il peut y avoir aussi une période, une saison de vie chez les parents qui vont faire en sorte que les réponses qu'ils vont apporter au bébé vont être compliquées à être adaptées. Ça va être compliqué pour eux de l'adapter. Je pense par exemple une maman qui vient de mettre au monde un bébé, puis qui 3 mois après perd un de ses parents, par exemple. Évidemment que cette maman, elle va avoir des émotions hyper ambivalentes, qu'elle va peut-être avoir plus de difficultés à répondre aux besoins de son bébé, que ça risque de aussi provoquer des choses sur le plan familial, avec voilà, une ambiance particulière. Et là, il est possible que le bébé se sente dans l'anxiété parce qu'il sentira que la maman, elle n'est pas tout à fait présente à ce qui est en train de se passer. Et là, pour le coup, c'est la faute de personne, quoi, en fait, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je tiens à dire, c'est que dans tout ce qu'on va voir, chaque parent fait comme il peut. Hein. Chaque parent fait comme il peut, avec les moyens qu'il a. Et c'est important parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de la culpabilité chez personne qui émerge ce soir. Chaque parent fait comme il peut. À partir du moment, par contre, où on se rend compte que peut-être il y a quelque chose qui coince, c'est toujours intéressant d'aller chercher de l'aide pour avancer. Voilà. Donc les 4 types d'attachement. Alors il y en a 3, mais il y en a un qui se subdivise. Donc il y a l'attachement sécure, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, l'attachement anxieux, insécure anxieux, l'attachement insécure évitant et l'attachement insécure désorganisé. Donc c'est les 4 types, sécure, anxieux, évitant, désorganisé. Et c'est en fonction de ces formes d'attachement qu'on pourra répondre aux questions suivantes plus tard pour nous-mêmes. Suis-je digne d'être aimé ? Les autres sont-ils capables de m'aimer ? Suis-je valable ? Suis-je capable ? Suis-je aimable ? Et toutes ces questions-là, on va vite se rendre compte que ça va avoir une grande répercussion sur la construction de l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, elle repose sur 3 piliers principaux. Suis-je aimable ? Suis-je capable ? Et suis-je valable ? Donc est-ce que je suis digne d'être aimée ? Est-ce que je mérite d'être aimée ? Est-ce que j'ai de la valeur ? Et est-ce que je suis en capacité de faire des choses ? Donc si effectivement il y a des choses qui dysfonctionnent dans cette période d'attachement, il peut y avoir une estime de soi compliquée derrière. Alors on va commencer par l'attachement sécure.
Ouais, je vous poserai la question après. Dans un attachement sécure, bien, c'est assez évident, le parent il répond de manière adéquate aux signaux, aux besoins de l'enfant. Il n'a pas d'effort particulier à faire pour être entendu, ce petit bébé, et être l'objet d'attention et d'affection. L'attachement sécure, il est aussi corrélé à la sensibilité du parent, c'est-à-dire si c'est un parent suffisamment sensible aux besoins de son enfant, il n'y aura pas de difficulté particulière. Et c'est aussi corrélé au plaisir que le parent prend à s'occuper de son enfant. Donc il y a à la fois la sensibilité du parent, le plaisir qu'il prend à s'occuper de son bébé. La relation parent-enfant, elle est fluide dans ces cas-là. Les réactions sont cohérentes, elles sont aussi appropriées de part et d'autre, du côté du bébé comme du côté du parent. Les enfants dont l'attachement à la figure parentale est évalué sécure à 12 mois, eh bien, se montrent plus actifs, plus enthousiastes dans leurs activités d'exploration. Plus tard, ces personnes auront une opinion positive d'elles-mêmes et des autres en grandissant. Elles seront à l'aise aussi bien dans la proximité que dans l'indépendance. L'enfant se sent alors digne d'être aimé et convaincu que les autres et Dieu sont capables de lui donner ce dont il a besoin. Il peut donc développer l'idée que ses besoins sont légitimes, se sentir à l'aise avec les relations intimes aussi bien que dans leurs besoins d'autonomie et d'indépendance. Les personnes sécures n'ont pas peur de leurs émotions ni de celles des autres. Elles sont prêtes à demander le réconfort des autres, le réconfort de Dieu. Elles savent que leurs relations peuvent être sûres, ce qui donne le courage de s'engager dans l'amour, dans l'amitié. Elles prennent leurs responsabilités, elles agissent de manière adaptée. Un enfant qui aura reçu des soins, de la tendresse, de l'amour, ainsi que le soutien nécessaire pour devenir autonome de la part d'au moins l'un de ses deux parents, eh bien, aura plus de facilité par la suite à développer un sentiment de confiance envers les autres et envers Dieu. Il aura également une aptitude plus importante à développer des relations durables. Ce ne sont pas des choses qui se coupent dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Il aura également une aptitude plus importante à développer des relations fluides. Et ça pourra effectivement aussi l'aider dans son devenir de parent, dans sa propre parentalité. Et avec cette base de sécurité, l'enfant pourra se relaxer, explorer son environnement. Il va pouvoir se considérer lui-même comme aimable et méritant de l'affection. Et avec le temps, les enfants avec l'attachement sécurisant sont plus compétents dans la résolution de problèmes, et dans les relations avec leur père, leurs amis, leur groupe, leurs collègues, leur famille. Ils sont plus curieux, ils sont moins anxieux, moins hostiles et ont une meilleure estime d'eux. Ça, c'est quand il y a un attachement sécure. L'attachement anxieux. Ça va jusque-là pour l'attachement sécure ? C'est assez évident. On voit bien le profil de ce type d'enfant et de ce que ça peut donner plus tard. L'attachement anxieux. Alors, il s'illustre par un fonctionnement quasi exclusif sur un mode émotionnel chez l'enfant, engendré par des réactions des parents qui peuvent être opposées, telles qu'une hypervigilance anxieuse, une surprotection, ou au contraire le désintérêt et la négligence. En l'absence de l'adulte, le bébé à l'attachement anxieux, il est agité, il pleure intensément. La figure d'attachement arrive rarement à le calmer à son retour. Et à l'âge de parler, l'enfant anxieux pourra manipuler volontairement l'autre, particulièrement en feignant des émotions qui ne sont pas réelles ou en exagérant celles qui le sont. Ces stratégies, elles servent à maintenir du lien pour exprimer d'une autre manière l'opposition, l'agressivité, les mensonges, les fausses excuses, la séduction, les critiques, les plaintes. On retrouve tous ces procédés de comportement chez les enfants qui ont des attachements anxieux. Puis la séduction, elle alterne avec l'agressivité par manque de confiance en soi et manque de confiance en l'autre. Puisque le parent, il n'a pas réussi à me rassurer, je ne peux pas avoir confiance en l'autre et puis j'ai difficilement confiance en moi. On note également une représentation négative du monde, des autres et aussi de Dieu. Quand les parents ne fournissent pas aux enfants une base sécure vers laquelle se replier à tout moment, en rejetant leur comportement de rapprochement, en se moquant d'eux, en ne leur prêtant aucune attention ou simplement en n'étant pas présents ni disponibles,
les enfants sont limités dans leurs explorations. Et il s'avère que les explorations deviennent extrêmement dangereuses dans ces conditions. On ne va pas prendre de risques en fait, parce qu'on est en train de nous dire que de toute façon on n'y arrivera pas. Vous voyez, en fait, quand on entend parler de parents qui n'accordent aucune attention, qui se moquent, vous voyez, un enfant qui va pouvoir pleurer, et puis « qu'est-ce que tu pleures encore ?» Enfin, des paroles qui sont vraiment difficiles pour un enfant et qui vont avoir pour incidence de visiblement, je n'ai pas le droit d'exprimer des émotions. Visiblement, quand je les exprime, on se moque de moi, je vais finir par me taire. Donc on grandit avec des trucs qui sont bien coincés, bien tordus, et on devient des handicapés émotionnels dans nos vies d'adultes. Lorsque le style d'attachement est anxieux, les personnes ont une vision négative d'elles-mêmes et une opinion exagérément positive des autres. Les autres savent, les autres sont meilleurs. Moi, je suis nulle, je suis un raté, j'arriverai jamais à rien. Elles sont anxieuses dans leurs relations avec les autres et aussi dans leurs relations avec Dieu. Elles ont une peur malsaine de l'abandon parce qu'elles croient qu'elles ne sont pas dignes d'amour. Elles manquent d'assurance dans la relation. Elles sont inquiètes de façon obsessionnelle, en demande de réassurance dans leurs relations les plus étroites. Elles ont soif d'intimité, mais elles vivent dans la crainte constante d'être rejetées, sont trop émotionnellement démunies et demandent désespérément que d'autres les amènent à se sentir en sécurité. Elles font trop facilement confiance et manquent de discernement quand il s'agit de distinguer si une personne est digne de confiance ou pas. Du coup, elles sont vulnérables face aux autres, face à la critique, et la critique est souvent vécue dans ces moments-là comme du rejet. Du coup, on ne peut pas entendre un reproche, une critique, parce que tout de suite, on se sent rejeté. Elles espèrent que d'autres viendront régler leurs problèmes, et elles éprouvent une si grande peur de ne pas être capables de s'en sortir seules qu'elles contrôlent leur existence. Dans le couple, les personnes à l'attachement anxieux sont quant à elles très anxieuses vis-à-vis de la relation. Elles ont sans cesse besoin d'être réassurées, elles sont insatiables, elles ont des attentes démesurées, elles sont extrêmement sensibles au rejet, elles ont peu confiance en l'autre, elles peuvent avoir développé même une hypervigilance qui peut se manifester par des comportements de vérification, donc fouiller les poches, les téléphones, chercher des preuves d'adultère de façon obstinante, obsédante. Dans cette représentation de la relation, il y a une grande énergie qui est consacrée à la recherche de la proximité avec le partenaire. Et lorsque ce dernier cherche à préserver des activités ou un réseau relationnel en dehors du couple, les personnes à l'attachement ambivalent, elles se sentent abandonnées, trahies. Pour soutenir leur réalité relationnelle, elles ont tendance à choisir un partenaire avec lequel il est difficile d'établir une connexion émotionnelle ou qui est peu présent. Elles peuvent notamment plus facilement tomber amoureuses d'une personne à l'attachement évitant ou même d'un manipulateur pervers. De ce fait, l'attitude du partenaire choisi par la personne à l'attachement ambivalent vient confirmer son modèle interne opérant. Ça va ? On va finir en fait par choisir des partenaires de vie qui vont venir confirmer le modèle qu'on a eu depuis tout petit, le truc qu'on s'est construit à l'intérieur de « je ne suis pas digne d'être aimé ». Donc on va choisir des gens qui vont nous rejeter, des gens qui vont nous malmener, des gens qui vont nous abîmer, qui ne vont pas nous respecter. Voilà comment les choses peuvent se construire aussi dans nos choix de relations. Alors, des relations amoureuses, mais aussi des relations amicales, ça peut aussi se produire comme ça. Donc là, je vous ai parlé de l'attachement anxieux. Là, je vais vous parler de l'attachement évitant. L'attachement évitant est marqué par un évitement de l'enfant de ses états émotionnels parce qu'ils ne sont pas reconnus ni traités en tant que tels par les adultes. L'attachement évitant, il est caractérisé par un manque d'attention de l'adulte face à la détresse de son enfant, par des réactions de colère ou de moquerie. Les enfants qui ont un attachement évitant inhibent leurs manifestations affectives pour en éviter les conséquences indésirables. Donc ils les retiennent, ils ne les expriment pas parce qu'ils se disent que s'ils commencent à les exprimer à l'extérieur, il y aura quelqu'un qui soit va se moquer, soit va se mettre en colère. Puis en fait, ils ne veulent pas déclencher ça chez leurs parents. Donc ils verrouillent tout. L'accent est placé sur le raisonnement au détriment des affects. Donc au niveau des émotions, ça se coupe.
Et c'est le raisonnement qui va prendre place. Les enfants évalués évitant à 12 mois se remarquent par leur apparente indifférence à l'absence de la figure d'attachement. En fait, les parents peuvent partir, laisser le gamin, et puis en fait, l'enfant ne manifeste il manifeste rien. Il n'est pas ni anxieux, ni en colère, ni apeuré, c'est bloqué. À son retour, d'ailleurs, il continue à jouer et explore comme avant la séparation, même quand ils sont laissés seuls. Tout se passe comme si plus l'insécurité est grande, plus ces enfants adoptent une attitude nonchalante et attentive en même temps pour ne pas courir de risque de rejet de l'adulte et s'assurer une proximité minimale en cas de danger extérieur. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu quelqu'un qui ne soit pas trop loin, mais pas trop près non plus. C'est pour ça qu'on parle d'attachement évitant. On veut bien qu'il y ait quelqu'un, pas trop loin, puis quand l'autre n'est pas là, ça va, mais s'il y a un danger, on ne voudrait pas non plus qu'il y ait personne complètement. Donc soit on n'explore pas du tout, soit on va explorer un petit peu, mais on y va vraiment avec énormément d'anxiété. Voilà, ça devient extrêmement compliqué pour le bébé de se sentir en sécurité aussi dans ce système d'exploration. Lorsque le style d'attachement est évitant, les personnes ont une vision trop haute d'elles-mêmes et une vision négative des autres. Donc on est à l'inverse de l'attachement anxieux. Elles ne sont pas à l'aise avec la proximité et elles ont tendance à devenir trop autonomes car elles ne croient pas que d'autres ou Dieu seront là pour elles. Elles évitent l'intimité avec les autres et Dieu car elles ne voient pas la nécessité d'être en relation. Elles sont confiantes dans leur capacité et leur autonomie. Elles connaissent de faibles niveaux d'anxiété dans leurs relations, même quand les autres, finalement, sont émotionnellement démunis ou sont très exigeants. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir plus de difficultés à avoir de l'empathie, à manifester de l'empathie à l'égard des personnes qu'elles vont côtoyer. Elles sont très critiques au sujet des figures d'autorité, elles font peu confiance aux autres, elles s'éloignent de ceux qui expriment des besoins émotionnels et développent des relations avec peu d'affect, même avec leurs proches et avec Dieu. Donc, comme on disait, comme les émotions, elles sont bloquées, les relations, elles sont distantes, elles sont peu investies, elles sont en général froides. Enfin, c'est des gens qui peuvent paraître très froids comme ça d'extérieur et qui qu'attirent pas en fait, qu'attirent pas forcément les gens puisqu'il y a cette froideur, cette distance et cet évitement. Ne venez pas trop près, quoi. Puis, de toute façon, il ne faut pas venir trop près parce que moi je sais me débrouiller tout seul. C'est un petit peu cet exemple-là. Dans le couple, les personnes à l'attachement évitant, elles ont tendance à se distancier émotionnellement de leur partenaire. Elles se sentent mal à l'aise avec l'intimité et redoutent la pression pour la connexion jusqu'à parfois fuir leur partenaire en réponse à leurs besoins de déconnexion. Là, je vais essayer d'éclaircir un petit peu ce point-là. C'est que si l'autre en face dit « Écoute, je veux que tu sois là, je veux que tu sois présent », si en plus il y a quelqu'un avec un attachement anxieux juste en face, qui dit « je veux que tu sois là, je veux que tu sois présent », vous pouvez être sûr et certain que la personne avec un attachement évitant va prendre ses jambes à son cou et va se barrer un peu plus loin. Parce que justement ce contact et cette proximité c'est envahissant, quoi. C'est pas possible, c'est insécurisant, ça va pas, ça peut pas aider la relation. Et plus la personne anxieuse va ressentir ça, plus elle va se sentir rejetée, comme c'est sa grosse problématique. Enfin, c'est des duos assez explosifs en général. Ces personnes-là, elles font preuve d'une apparente maîtrise de leurs émotions, elles paraissent calmes, voire parfois un peu froides. Il y a pourtant chez ces personnes, comme chez tous les êtres humains, un désir de connexion profond, mais elles ne peuvent y avoir accès qu'à la condition qu'une distance nécessaire soit respectée. C'est en gros, je te veux chez moi, mais surtout pas dans ma chambre, sauf si je te le demande. Enfin, voilà, il y a des choses assez ambivalentes qui peuvent se passer. Le besoin d'être dans une bulle se manifeste à travers des choix professionnels qui impliquent de longues absences du domicile et au sein, par exemple, du foyer parfois, où le besoin de retrait s'exprime à travers le choix d'activités solitaires, de la lecture, du temps passé sur les écrans ou toute autre activité qui déconnecte l'individu des interactions humaines. Ce qui fait dire aux proches, il est là, mais il n'est pas là. Voilà. Il est là, physiquement je vois bien, il a son corps là, mais il n'est pas avec nous, quoi. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, il ne parle pas, il est complètement dans sa bulle parce que c'est trop dangereux de s'attacher.
Le réconfort, les émotions, les moments de tendresse ou la démonstration affective ne sont pas perçus comme des éléments fondamentaux du couple. Donc l'attention est davantage dirigée vers des dimensions intellectuelles ou matérielles. Ça va? Ok. Et le quatrième type d'attachement, c'est l'attachement désorganisé. Alors chez les enfants désorganisés, eh bien, on observe des ruptures, des incohérences qui apparaissent dans les stratégies d'attachement. Ils sont susceptibles de s'immobiliser comme pétrifiés de peur au moment de rejoindre leur figure d'attachement, qu'ils tentent parfois d'approcher de biais, comme ça, on y va de travers, comme ça, parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer, parvenant quand même à maintenir leur attention au point de paraître absents, confus et désorientés. Lorsque le style d'attachement est désorganisé, les personnes ont un regard d'elles-mêmes, des autres et de Dieu négatif. Là, il n'y a plus personne en positif, tout le monde est au même niveau, mais tout est négatif, il n'y a rien de bien. Et il n'y a personne de bien. Elles ont des difficultés lorsqu'il s'agit de proximité et la plupart du temps évitent toute relation. Elles se sentent mal aimées, non désirées, indignes de l'affection de qui que ce soit, aspirent à des relations réelles mais sont terrifiées à l'idée d'être proches de quelqu'un. Elles manquent de confiance dans leur capacité de réussir dans la vie, sont facilement abattues et vulnérables surtout à toute forme d'offense. Elles pensent qu'elles ont besoin de faire confiance aux personnes en situation d'autorité, mais en même temps en sont incapables et restent isolées ou se lancent dans des relations effrénées, à la recherche du lien qu'elles ont toujours voulu. Mais souvent, leur indigence émotionnelle les repousse toujours les autres. Il est important de comprendre aussi que chaque parent fait comme il peut. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important de ne pas faire porter la faute aux parents si les formes d'attachement sont insécures. En revanche, tout comme parents, on a besoin de comprendre aussi notre responsabilité dans la forme d'attachement et de trouver l'aide nécessaire pour parvenir à développer une relation sécure avec son enfant si on n'y parvient pas tout seul. Une fois le modèle de représentation établi, il devient difficile à changer, mais pas impossible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Des études ont montré un taux de concordance de 70% entre le type d'attachement de l'enfant d'1 an et le type d'attachement chez l'adulte. Donc, chez 3/4 des personnes qui ont un attachement de type désorganisé ou de type anxieux, on va retrouver le même, sur 70%, ça fait... pas tout à fait 3/4, merci. 3/4 des personnes vont avoir exactement le même type de comportement à l'âge adulte. Dans le couple, les relations humaines, elles sont vécues avec une très forte intensité. Elles sont chaotiques dans l'attachement désorganisé, toujours, et se réfèrent à des blessures relationnelles de l'enfance où le parent est perçu tantôt comme une figure de protection, tantôt comme une figure terrifiante. Les relations amoureuses sont vécues comme des montagnes russes. Les personnes oscillent entre un besoin de s'accrocher à leur partenaire lorsqu'elles se sentent rejetées, et puis elles se sentent piégées et privées de leur liberté lorsqu'elles sentent une trop forte proximité. Donc il y a toujours ce double mouvement très très compliqué. On a vu les 4 types d'attachement. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi j'en ai une à vous poser. Il suffit de se mettre à la porte d'une crèche pour voir ces 4 quand les parents arrivent. Ouais, c'est fort probable qu'on arrive à observer ces 4 types-là. Ouais. C'est aussi flagrant que ça? Alors, c'est aussi flagrant si on a toutes les infos. Parce qu'en fait, là on parle de l'attachement, mais il y a bien d'autres choses qui peuvent expliquer aussi qu'un petit puisse pleurer beaucoup. Il y a des soucis médicaux déjà qui vont faire que le bébé va pleurer beaucoup. Souvent, c'est ce que j'aborde aussi des fois avec mes patients, ils ont du mal à comprendre ça au début, mais un adulte qui, quand il a été bébé, a vécu des temps d'hospitalisation, de douleurs très fortes dans le corps, il va avoir aussi un rapport à l'autre et un rapport à son corps qui va être un rapport particulièrement anxiogène. Et à partir du moment où on a ce rapport anxiogène dans le corps et dans les relations aux autres, parce qu'en fait, finalement, mes parents, ils n'ont pas réussi à m'apaiser.
ils n'ont pas réussi à m'apaiser, ou mes parents ne sont pas des médecins. Ce pas des médecins, ce n'est pas des soignants, alors parfois ça peut l'être, mais pas toujours. Et quand les parents n'ont pas réussi à trouver tout de suite la réponse adaptée à l'enfant et que les pathologies peuvent durer dans le temps, moi, il n'y a pas très longtemps, une personne qui m'a parlé, qui me parlait de son anxiété massive dans sa vie d'adulte, et puis quand on regarde un petit peu le parcours du tout petit enfant qu'il a été, en fait, c'est un enfant qui a subi des RGO pendant des mois et des mois, donc des problèmes gastro-œsophagiens. Et en fait, ça n'a pas du tout été pris en compte. Donc, c'est une personne déjà pas loin d'une 50aine d'années. Puis à l'époque, on n'était peut-être pas aussi informés, on ne faisait peut-être pas aussi attention à ce type de trouble chez le bébé. Et en fait, pendant des mois et des mois, le parent essayait de calmer son enfant, mais sans succès. Câlinait, donnait à manger, ça augmentait les troubles. Donc même chez le parent se développait avec l'idée qu'il était incapable de prendre soin, de soulager son enfant. Et ça apporte énormément d'anxiété dans le rapport aux autres. Donc il peut y avoir aussi des choses qui troublent l'attachement, mais qui ne sont pas liées à des problématiques parentales, qui peuvent être liées aussi à des questions médicales réelles. Ça sous-entend quand même qu'il faut un certain niveau de bienveillance vis-à-vis de l'enfant. Et puis la perspective aussi sur nous-mêmes en tant que parents, pour pouvoir se dire, ok, là j'ai un enfant qui est en train de se construire, donc comment je dois me comporter avec lui, est-ce que je fais bien, je fais pas bien. On a tous, je prends mon exemple, des rythmes des fois où en fin de journée, on est fatigué, on a un enfant qui est peut-être en train de crier sa détresse, nous on n'est pas encore connecté avec lui. Est-ce que ça laisse des conséquences, des moments comme ça où on n'est pas du tout présent émotionnellement aussi avec notre enfant? Est-ce que ça a des conséquences? Alors, ça a des conséquences si les choses sont installées sur le long terme. Si après le parent revient et dit oh, j'étais pas disponible, puis prend en compte le bébé, c'est pas quelque chose qui va s'installer dans le temps. C'est vraiment quand les choses s'installent dans le temps. C'est pas une action à un moment donné où je suis encore sous la douche, puis j'entends le bébé pleurer dans le lit, et puis il faut que je m'y suis, et puis il faut que j'y aille après. C'est pas on n'est pas en train de parler de ce genre de détails-là. On est vraiment en train de parler de choses qui s'installent sur la durée. Oui, je me suis occupé d'enfants et de parents pendant 40 ans. Et je voulais juste dire que j'ai écouté plusieurs de vos remarques qu'il faut être quand même très bienveillant avec les parents, qu'on ne peut pas être parfait les uns et les autres, que ce qui est important c'est ce qu'on a dans le cœur et notre attitude générale. Et que partout dans la vie, il y a des moments où on n'est pas bien, il y a des moments où on n'est pas disponible, puis il y a des événements dans la vie. Et puis aussi, quand vous disiez... parle d'un attachement et d'une relation sécure, il y a des choses qui sont des fois indépendantes de nous, mais qui sont bonnes à savoir que peut-être Annabelle va parler. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure qu'il y a une phase d'exploration. Cette phase d'exploration, elle arrive en général après un an, quand la marche arrive. Et il y a des moments où la séparation entre une maman et un enfant, il faut essayer de l'éviter, ou alors, si on ne peut pas l'éviter, essayer d'être très attentif à l'enfant. On peut parler tu vas peut-être en parler, des moments cruciaux comme l'angoisse du 8e mois de séparation. Il y a des stades d'évolution chez l'enfant qui font qu'à ces moments-là, une séparation est vécue un peu plus difficilement par un enfant. Alors ça fait partie du développement, effectivement. Alors je n'ai pas prévu d'en parler, mais effectivement, dans la phase, à partir du 8e mois, on appelle ça l'angoisse du 8e mois, à partir de 8 mois jusqu'à 12 mois à peu près, vous avez ces moments où, vous savez, il y a un étranger qui arrive et puis le bébé il se raccroche à la maman. Il ne faut surtout pas que l'étranger arrive de trop près. Mais ça, c'est tout simplement parce que dans la construction psychique du bébé, à ce moment-là, il perçoit qu'il est détaché de la mère. Et puis il perçoit qu'il y a d'autres personnes autour qui gravitent. Tiens, il y a d'autres gens là. Il y a d'autres gens, mais c'est d'autres gens que je ne connais pas. Pour l'instant, je ne sais pas s'ils sont sécures ou pas. Donc on s'agrippe. Ça, c'est une période de développement qui est tout à fait normale et qui normalement arrive chez tous les bébés. Donc en fait, moi, la petite question que je voulais vous poser, c'est d'après vous, quelle est la forme d'attachement la plus fréquente entre sécure, insécure, anxieux, insécure évitant et désorganisé? Sécure? Ah, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec sécure?
En fait, oui, effectivement, les choses peuvent évoluer avec le temps, on est bien d'accord. Non, je parle de manière plus générale, sans prendre en considération les corrections et les réparations qui peuvent avoir lieu. Est-ce que c'est pas caricatural comme ces quatre on ne peut pas être 30% c'est assez correct. Est-ce que c'est si marqué que ça, les différents types Alors, dans un camp ou dans l'autre? Alors, oui, c'est aussi marqué que ça, mais évidemment que si, par exemple, dans l'adolescence, on rencontre un super prof de musique ou un super prof d'athlétisme qui va proposer une autre forme de relation, il va y avoir quelque chose qui va commencer à se modifier. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la caricature des débuts de ce que j'ai pu proposer aujourd'hui. Je l'ai fait comme ça, effectivement, pour que ce soit assez clair. Mais il y a effectivement des choses qui peuvent se corriger. Il y a des choses qui peuvent être modulées dans le développement au fur et à mesure des rencontres qu'on va faire. D'ailleurs, il y a un auteur qui a énormément parlé de la possibilité que les choses se corrigent, qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui est psychiatre, qui écrit encore beaucoup aujourd'hui, alors qu'il a passé 85 ans, je crois, et qui a beaucoup parlé des tuteurs de résilience, des personnes qui pouvaient permettre, à un moment donné, de corriger ce qui avait été mal planté. Voilà, de corriger ce qui avait été mal planté, parfois même de déraciner pour replanter autre chose, et c'est valable aussi dans le cadre relationnel. Donc, oui, je l'ai fait de manière caricaturale, et en même temps, c'est quand même, s'il n'y a pas de correction, s'il y a toujours ce mode de relation qui est mis en place, c'est quand même ce qu'on observera. Ouais, en fait, ce n'est pas l'attachement sécure qu'on rencontre le plus souvent, Elisabeth. Je suis désolée de casser ton optimisme, mais ce n'est pas l'attachement sécure qu'on rencontre le plus souvent. C'est juste l'observation par rapport à ce que j'ai connu enfant. Je me souviens que quand je vois les parents maintenant, je trouve qu'ils sont bien. Ben, c'est chouette que tu aies un beau regard comme ça. Mais la plupart du temps, c'est quand même pas le cas. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que on peut quand même être des adultes suffisamment. On peut s'équilibrer. C'est pas pathologique un attachement insécure, pas nécessairement pathologique. Ça va induire des modes de relation aux autres qui vont être différents, mais c'est pas forcément pathologique. Il peut y avoir des pathologies, mais pas nécessairement. C'est pour ça que dans les formes d'attachement, on n'a pas forcément des gens qui sont tous malades ou qui sont tous isolés ou qui sont tous en train de rejeter tout le monde ou qui se sentent tout le temps rejetés. Enfin, voilà, il n'y a pas toujours que ça aussi. Mais effectivement, l'attachement sécure, c'est quand même celui qu'on observe le moins fréquemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas que les compétences parentales qui entrent en ligne de compte. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a des histoires de vie qui font qu'une maladie, un handicap, que ce soit chez le bébé ou chez le parent d'ailleurs, une dépression du postpartum, ça risque de provoquer aussi des troubles dans la notion d'attachement. Et c'est de la faute de personne. Ce n'est pas parce que le parent il est mauvais, c'est qu'à ce moment-là, au niveau de son psychisme, il a quelque chose qui dysfonctionne et qui fait qu'il ne peut pas être en lien direct avec son bébé comme il l'aimerait. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en considération et à analyser du coup, non pas sous l'angle du parent incompétent, mais sous l'angle du parent qui a fait ce qu'il a pu, comme il a pu, avec les moyens qu'il avait au moment où les choses se sont déroulées, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Ça va ? Est-ce qu'on peut considérer que l'attachement de famille, c'est un peu l'objectif dans un moment ? Idéal ? Oui. Ouais. C'est d'autant plus l'attachement idéal, c'est que c'est celui qui existait entre Dieu et Adam et Ève, au début. Ouais, ça devait être chouette, c'est clair. Mais c'est aussi à ce à quoi on va avoir droit plus tard. Dans l'éternité, c'est ce à quoi on aura droit aussi. Donc, on ne le vit pas pour l'instant, mais voilà, par l'espérance et la foi, on sait qu'on le vivra. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc oui, effectivement, c'est ce vers quoi on devrait essayer de tendre, tout en sachant que voilà, on a aussi nos limites humaines. Alors, du coup, c'est lequel l'attachement le plus répandu ? Le plus répandu, c'est l'anxieux.
Ouais. Évitant l'anxieux et l'évitant sont à peu près au même niveau, en fait. Le désorganisé un peu moins, parce qu'en fait, le désorganisé, c'est celui vraiment qui présente le plus de ruptures dans le développement. Le plus de ruptures, le plus de maltraitance, le plus de troubles parentaux aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment... Donc il y en a, hein, mais c'est quand même plus les formes d'attachement anxieux et évitant qu'on retrouve le plus souvent. Ça me fait revenir à mon travail. J'ai connu des centaines de parents et peut-être des milliers dans le travail. Et on a beaucoup culpabilisé les parents. On a dit que les parents étaient mauvais parce qu'effectivement, ils ne sont pas dans la bonne catégorie. Et dans toute ma carrière, j'en ai connu très peu de mauvais parents. Et même alors que je travaillais au tribunal, c'est-à-dire que les mauvais parents, c'est des parents, ce qu'on appelle pervers. C'est-à-dire qu'ils font volontairement du mal à leurs enfants pour assurer leur narcissisme, etc. Donc il y en a très peu. Donc on peut les uns ou les autres avoir vécu des événements défavorables à son enfance ou avoir fait vivre des événements défavorables à notre enfant pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, mais si, comme dans 95% des cas, les parents ont de l'amour pour leur enfant, ça laisse une chance pour cet enfant un jour, même s'il a vécu pendant les premières années dans des conditions défavorables, d'avoir de changer sa trajectoire de vie. Parce qu'il y a des milliers d'ouvrages qui disent toujours en 3 ans, etc. Voilà. Et je sais, parce que moi je suis un exemple vivant de ça, mes parents ont eu un moment très difficile à ma naissance, ma maman a été hospitalisée, et j'ai développé un attachement très anxieux. Et tout ça est remonté à la faveur d'un moment très difficile dans ma vie professionnelle à 55 ans. J'ai été hospitalisé pendant 40 jours. Et j'ai retrouvé ou découvert, où je suis né, un attachement sécure par l'intermédiaire de gens de cette église et par la rencontre avec Dieu. Et je suis quelqu'un je suis un petit enfant d'1 an, 2 ans, 7 ans qui explore très facilement. Ouais, c'est chouette. Merci pour ton témoignage, Yves. C'est important de le dire. Qu'on est guéri, qu'on est parfait, que tout, bah non. C'est pas accessible. À tout âge, tout est possible. Complètement. Il faut garder l'espérance. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. Mais comme tu le dis, ça s'est pas fait sans douleur. Ah non. Hein? Ça s'est pas fait sans douleur. Ah. Merci pour ce témoignage. C'est chouette. Je regarde l'heure et je regarde ce qu'il me reste à vous dire. Je vais peut-être pas aborder ça. C'est pas grave. Non. Bon, allez. Tant pis si je dépasse, ça va? Bon. Normalement, je ne devrais pas trop dépasser. Mais, je voudrais... Il faut faire comme dans les romans. Je me mets juste le titre. Et puis je coupe, et puis 3 petits points la prochaine fois avec la musique qui va bien avec. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les troubles de l'attachement, ce n'est pas une pathologie en soi. Mais par contre, ça peut conduire à une pathologie. S'il y a en effet plusieurs facteurs qui influencent ce pronostic, donc la sévérité et la durée des comportements envers l'enfant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas forcément de pathologie, mais si ça dure dans le temps, si les comportements sont sévères, on parle énormément ces derniers temps de l'inceste. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'inceste, qui sortent autour de l'inceste ces derniers temps, notamment un spot publicitaire que vous avez peut-être vu avec cette petite fille qui ne veut pas être gardée par la personne qui abuse d'elle. Et en fait, des enfants qui vivent ça sur des années, c'est évident que ça va générer de la pathologie à un moment donné. Hein. Dans le cadre familial, en tout cas, c'est extrêmement évident. Dans le cadre extérieur, ça provoque d'autres troubles, mais ça ne va pas provoquer de troubles d'attachement, puisque l'attachement il se fait avec les donneurs de soi. Donc en fait, la sévérité, la durée des comportements envers l'enfant, son âge aussi. Plus il est jeune, l'enfant, plus les troubles vont être importants, plus la pathologie va être présente. Et puis, ça va aussi dépendre des facteurs de résilience ou pas. Tout à l'heure, je vous parlais des tuteurs de résilience, mais aussi des compétences de résilience de l'enfant. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir sur son chemin des gens qui vont lui proposer autre chose
comme à 55 ans par exemple, d'une communauté de gens bienveillants, de personnes qui vont leur proposer une autre forme de relation plus stable, plus sécure surtout. Donc les manifestations les plus sévères du trouble de l'attachement, eh bien, elles se retrouvent chez les enfants qui ont été victimes d'abus ou de négligences sévères, comme les enfants placés dans de multiples foyers nourriciers, hein, les enfants qui passent de foyer en foyer, les enfants qui ont été abandonnés et qui sont placés longtemps en institution ou qui peuvent vivre dans la rue. Donc ça, c'est vraiment des facteurs aggravants des problématiques d'attachement. Alors le DSM-5, c'est un petit peu notre annuaire à nous, psychologues et psychiatres, qui détermine toutes les pathologies. Donc dans le DSM-5, on reconnaît 2 types de troubles réactionnels de l'attachement. Le type inhibé, qui est l'incapacité à engager des relations sociales et à y répondre de manière appropriée. Donc là, vous avez des personnes qui ont énormément d'inhibition émotionnelle, mais aussi d'inhibition pour explorer, c'est-à-dire pour même aller chercher un nouveau travail, pour aller explorer, aller faire des études plus loin qu'à 5 km de chez soi, enfin, des gens qui vont être aussi dans l'hypervigilance ou qui vont être très ambivalents dans leur relation avec les autres. Donc ça, c'est le type inhibé. Et le type désinhibé, qui sont en fait des personnes avec une incapacité à faire des attachements sélectifs. Donc ils vont prendre n'importe qui et s'attacher à n'importe qui. Ils ne vont pas pouvoir choisir forcément des personnes stables, sécures, et vont s'attacher d'une personne non fiable à une autre personne non fiable. Donc ça, c'est les 2 types qui sont reconnus par le DSM-5, mais on peut les définir et les détailler en 5 troubles de l'attachement chez l'enfant. Donc, dans les cas de négligence ou de maltraitance, les comportements d'attachement de l'enfant sont sérieusement perturbés et donnent lieu à des troubles de l'attachement graves qui s'apparentent à des troubles relevant de la psychopathologie. Il en existe donc 5 pour les enfants de 1 à 5 ans. Les 2 premiers que je vais vous citer sont les plus graves. Donc, le type 1, c'est le trouble de l'attachement non attaché, lorsque l'enfant ne semble s'attacher à personne, avec un retard de développement significatif, sans autre particularité cognitive. C'est-à-dire que chez des enfants avec des pathologies, qu'est-ce que je pourrais dire, par exemple de la trisomie, des pathologies mentales, d'autres types de pathologies mentales, d'autres types de handicaps, on ne va pas du tout parler de problématiques d'attachement. On ne parlera pas du tout de problématiques d'attachement, puisque le retard de développement, il est lié à une autre explication. Mais là, c'est vraiment un retard de développement significatif lié en fait, à des attachements qui sont complètement désorganisés et impossibles. Donc, ce type de trouble se retrouve surtout chez les enfants placés en institution et dans des cas de négligence extrême. Des enfants placés en pouponnière qui n'ont pas eu ou des grandes pouponnières avec plein de gamins et puis très peu de soignants. Et puis, on donne à manger quand on pense à donner à manger. Et puis, des fois, il y en a qui n'ont pas eu. Enfin, voilà, c'est tous ces soins-là prioritaires. Donc là, ça crée vraiment des gros troubles. Le deuxième type, c'est le trouble de l'attachement indiscriminé. C'est lorsque l'enfant ne parvient pas à chercher la sécurité auprès du parent dans des situations inconnues, générant de la peur, de l'appréhension. L'enfant s'approche de n'importe qui pour obtenir des soins ou du réconfort, et ces enfants ont tendance à avoir des accidents et des comportements à risque. Plus tard, ça peut être ce genre de personnes-là. Alors, pour avoir une petite jeune que j'ai accompagnée il y a des années, une petite qui avait vécu de l'inceste quand elle était toute petite et qui a été placée en institution et ensuite adoptée par un couple qui n'avait pas d'autres enfants. Un couple qui, quand ils ont appris ce qu'elle avait vécu, se sont dit mais on ne pourra jamais s'occuper de cette gamine. Parce que nous, on est incapable de gérer ce genre de trucs. Ils voulaient un enfant sans handicap, sans problématique, voilà. Et cette petite-là, elle s'attachait à tout le monde, en fait. Elle s'attachait à tout le monde de manière complètement maladroite, au point même qu'il y a quelques années de ça, j'ai vu paraître un article disant qu'elle avait disparu, elle avait fugué, enfin, qu'elle s'était retrouvée, on l'avait retrouvée plus tard chez quelqu'un, un garçon complètement inadapté, enfin bref. Donc ça, c'est ce genre de truc qui peut arriver parce qu'en fait, il y a eu des troubles tellement importants dès le départ qu'on s'attache à n'importe qui.
Donc ça, c'est les 2 troubles les plus graves. Ensuite, il y a 3 autres types de troubles. Le trouble de l'attachement inhibé, ça c'est quand l'enfant a des difficultés à s'éloigner de sa figure d'attachement et à explorer l'environnement comme le font les autres enfants de son âge. Soit l'enfant s'accroche de manière excessive à son parent, soit il se montre extrêmement anxieux face à des inconnus, soit il se montre totalement soumis face à son parent en lui obéissant en toutes circonstances sans manifester la moindre résistance. Donc un enfant trop obéissant qui ne résiste jamais, ce n'est pas bon signe. Donc si vous avez tous eu des enfants qui ont manifesté un peu de rébellion ou de résistance, c'est plutôt bien. C'est qu'ils se sont sentis suffisamment en sécurité pour pouvoir le faire. C'est quand même rassurant de se dire ça quand même. C'est quand même un petit peu rassurant. Cet état résulte vraisemblablement en fait, d'une maltraitance physique à son encontre. L'enfant se montre ainsi en hypervigilance. Il contient des affects et manque de spontanéité en présence du parent maltraitant. Donc ça, c'est vraiment dans de la pathologie. On est bien dans de la pathologie. Donc béni soit les petits coups. On peut le dire. On peut le dire comme ça. En tout cas, voilà. Un ado qui va claquer la porte, ça reste correct. Le 4e type, c'est le trouble de l'attachement agressif quand la relation avec le parent est essentiellement marquée par la colère. Quand il n'y a que la colère chez le parent en termes de réponse, il va y avoir des troubles d'attachement agressif. L'enfant se montre très agressif envers sa figure d'attachement, donc son parent, physiquement ou verbalement, ou envers lui-même. Quand il n'a pas la possibilité de pouvoir le faire vis-à-vis du parent, c'est vis-à-vis de lui. Donc là, il va y avoir de la mutilation, des scarifications, enfin tout un tas de choses qui peuvent se passer. Vraiment toujours sur le plan pathologique. On n'est pas en train de parler de la crise d'ado où les ados sont en grande souffrance, qui traversent un truc compliqué et puis qui peuvent se mutiler de manière dans une parenthèse. On n'est pas en train de parler de ça, même si c'est une souffrance qu'il faut prendre en considération. Mais on n'est pas dans la pathologie de l'attachement forcément si vous avez un ado qui passe par là ou qui est passé par là. Souvent, l'agressivité est tellement prédominante que d'autres manifestations anxieuses comme des difficultés de séparation et des troubles de sommeil passent inaperçues ou sont interprétées par les parents comme des tentatives de les mettre au défi. Ah oui, il m'a tenté, c'est lui, il me teste, il est toujours en train de me provoquer. Ça, c'est des discours qu'on peut entendre chez certains parents. Il est tout le temps en train de me provoquer. Et en fait, non, l'enfant ne provoque pas. Il cherche à s'attacher. Il cherche la sécurité. Et si le parent interprète toujours ça sous cette forme-là, il est évident que l'enfant il va avoir des difficultés à avoir des formes d'attachement stables avec son entourage. L'enfant peut risquer de piquer des crises de colère terribles quand il est frustré. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont des difficultés avec la frustration ont des troubles de l'attachement, qu'on ne mette pas tout dans le même panier. De tels enfants sont généralement témoins ou victimes de la violence à la maison. Donc, quand il y a beaucoup de violence conjugale, vous avez des enfants qui vont développer ce type de qui peuvent développer ce type de comportement à l'extérieur. Et puis, le 5e type, d'ailleurs, moi, je suis assez embarrassée par ce qui se passe sur la manière dont on traite le harcèlement scolaire, parce qu'on sanctionne, on ne prend pas les choses dans sa globalité, bien souvent. On oublie d'aller regarder ce que vit l'enfant dans son foyer du harceleur. On renvoie l'enfant, on le change d'établissement, ok, ça va juste faire changer de victime, en fait, sur la plupart du temps. Mais on ne prend pas suffisamment en compte la problématique familiale qui fait que ce gamin il devient harceleur avec les autres. Donc, sanctionner, oui, mais pas que, quoi. Il faut aussi prendre le reste en considération. Et le 5e type, c'est le trouble de l'attachement avec inversion des rôles. Ça, c'est quand l'enfant endosse le rôle de parent et se soucie de manière inhabituelle du bien-être psychologique de celui-ci en infantilisant le parent, en veillant sur lui, ou en le commandant ou en le punissant. Donc là, vous avez une inversion des rôles totale, c'est ce qu'on appelle l'enfant parentifié, où vous allez avoir des enfants qui vont dire à leurs parents « Non, tu ne fais pas comme ça », puis avoir une espèce d'autorité sur leurs parents, à la limite manipulateur, quoi. C'est hyper malsain comme fonctionnement. Et il semblerait qu'un attachement désorganisé dans la petite enfance prédispose à ce type de trouble. Par ses comportements, l'enfant espère toujours recevoir de son parent une quelconque protection, qui n'arrive jamais. Il va alors solliciter n'importe quel adulte pour assurer sa protection. Il n'a personne qui veille sur lui,
puisque les parents ne sont pas en mesure de pouvoir le faire. Il va tenter de se familiariser avec le monde qui l'entoure par lui-même, sans attendre la guidance de l'adulte. On voit donc que lorsque le lien aux parents est problématique, les capacités d'exploration de l'enfant sont altérées, et en ce sens qu'il n'arrive pas à s'intéresser à l'environnement physique ou social d'une manière prudente, sans perdre de vue sa propre sécurité. C'est des enfants qui n'ont absolument aucune espèce de notion de ce que c'est qu'un espace de sécurité. C'est que tout est possible, tout vient de l'extérieur, ces enfants qui acceptent tout et qui vont avoir un mouvement vers l'extérieur, soit hyper commandeur, à donner des ordres en permanence. Encore une fois, on est là dans un trouble. On n'est pas là dans des choses qui jouent dans la cour d'école où c'est moi qui lead et c'est moi qui dirige tout le monde parce que moi j'aime bien faire ça. On n'est pas du tout dans ce même type de problème. Hein. Un enfant leader, ce n'est pas un enfant qui a une problématique d'attachement de ce genre. Je me suis perdue. Alors, il en arrive ainsi à des extrêmes où son intérêt pour l'extérieur est entravé par une trop grande proximité avec la figure d'attachement, ou au contraire, il fait preuve d'inconscience en prenant des risques inconsidérés, sans faire appel comme il le devrait à l'adulte pour le guider dans son exploration, parce qu'il sait que de toute façon, il ne peut pas compter sur les adultes. Donc, en général, ce trouble-là, il va amener à développer le besoin d'avoir tout le temps quelqu'un de victime sous son aile dans la vie d'adulte. Hein, il faut que je me trouve des victimes parce que moi je suis le parent. Je sais comment il faut faire pour redresser les gens, pour les recadrer, je sais comment il faut faire pour prendre soin d'eux aussi. Donc voilà, c'est des gens qui vont avoir tendance à trouver des victimes, quitte à devenir persécuteurs à un moment donné. Voilà, j'ai fini avec la partie qui dépasse. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que finalement, l'Église et avec le groupe de jeunes, avec l'école du dimanche, avec les ados, les écœurs, c'est pas une bonne puissance de régulation? Parce que tous les enfants sont quand même pas pathologiques. Ah non, là on est vraiment en train de parler des exceptions pathologiques. Encore un petit peu attristé là avec. Ah non, parce que là, si tu viens au mois de janvier, tu verras qu'il y a de belles réponses. Et est-ce que justement, dans l'Église, les groupes de jeunes et les groupes d'enfants, finalement, c'est une régulation finalement pour des gamins qui sont peut-être plus ou moins dans des endroits pathologiques? Avec des foyers, pathogènes, alors oui, évidemment. Et en même temps, si l'enfant est toujours... Enfin, tu vois que s'il revient toujours dans un climat où les choses se déroulent sur le même thème, sur le même fonctionnement, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Il peut trouver de la sécurité à un moment donné, il peut se trouver de l'affection, de la bienveillance, mais ça ne sera pas suffisant parce que ce qui s'est installé au départ dans le foyer, voilà, donc ça crée de l'ambivalence, ça crée aussi parfois des incohérences qui peuvent même provoquer du symptôme. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Au contraire, je crois que c'est vraiment important qu'il y ait ces groupes de pairs où la bienveillance et l'amour soient là. Quoi. Ce dont tu parles, pour moi, c'est un vrai sujet d'éthique. C'est-à-dire que pour qu'un enfant aille bien et puisse explorer le monde, il faut qu'il ait une bonne figure d'attachement, on a parlé, etc. Il ne faut pas qu'on oublie aussi que figure d'attachement, on met ça en lien avec la maman. On peut dire aussi par ailleurs que le grand mal de notre siècle, c'est l'absence des pères dans les foyers ou dans le couple. Voilà, mais ça c'est une parenthèse, mais c'est quand même une réalité, parce que l'attachement, il peut se jouer dans cette triade. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'un enfant, il est bien assis dans une bulle, à partir de cette bulle, il peut aller explorer le monde. Mais si par exemple dans une église, on dit, parce que j'entends très souvent que le monde est dangereux, qu'il y a du harcèlement à l'extérieur, et qu'on met les enfants de l'Église dans une bulle, y compris avec l'idée un jour d'y faire une école, etc., tôt ou tard, ils y sont dans le monde. Dans leur travail, dans leurs études, etc. Et je crois qu'on ne les protège pas vraiment en les mettant dans une bulle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce bon dosage, ce bon équilibre entre un milieu bienveillant qui peut être la famille, mais qui peut être l'ensemble de l'Église et des groupes de jeunes. Et c'est pour ça que moi j'ai eu des positions qui étaient différentes des fois de l'Église, quand on disait qu'il fallait tout faire, plein de choses pour les jeunes ici. Il y a aussi plein d'équipements à l'extérieur, et la vie, leur vie, elle sera dans le monde.
Visiblement, tu soulèves vraiment une forme d'unanimité. Ok. Bien, je vous propose qu'on termine là. La prochaine fois, on verra les réponses bibliques, évidemment, parce qu'il fallait vraiment que je vous parle déjà de tout ce qui, de ce qu'étaient ces troubles de l'attachement, des différents types d'attachement qui existaient. Donc, on verra les réponses bibliques. On verra aussi, si je retrouve mon sommaire du départ, toc, toc, toc. Donc, le programme de la prochaine fois. Donc, c'est les réponses bibliques en 3 étapes. L'attachement à Dieu, donc qu'on va davantage développer. Le deuil ou le sentiment d'abandon de Dieu, qu'on peut parfois ressentir dans notre chemin. Dieu comme figure d'attachement personnel. Et puis quand la connexion devient difficile, puisqu'on sait que l'attachement, c'est une question de connexion, c'est un double mouvement. Et quand la connexion devient difficile, comment ça se passe? Donc on verra tout ça la prochaine fois.